Bonjour à tous. Notre conférence de l'après-midi, c'est donc Christian Lévesque qui va nous parler de biodiversité, est-elle un enjeu pour la société? Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière de transition où les sociétés rurales sont radicalement transformées et où l'agriculture vit un nouveau bouleversement de ses méthodes après celles des années 50-70. Des concepts nouveaux apparaissent et beaucoup de sujets sont très controversés. Nous venons d'avoir un exemple tout à l'heure de ces controverses et des origines des controverses. Alors le rôle de l'Académie d'agriculture est d'essayer de faire le point des connaissances, de réfléchir à partir des travaux scientifiques et d'essayer d'expliquer. Sur les sujets difficiles, la mission de l'Académie est de faire état des controverses et elle est elle-même un lieu de débat. Or, la séance qui a eu lieu le 29 avril a vu un orateur, Serge Morand, présenter les conséquences des changements d'usage des terres sur l'émergence des agents infectieux. Il a choisi un point de vue idéologique et surtout, il a refusé le débat qui nous est si précieux et qui permet de comprendre. Il a même été jusqu'à insulter Christian Lévesque en guise de réponse à sa question. Cette atteinte au principe de notre Académie nous a choqués et nous nous excusons auprès des auditeurs pour cet incident. Nous voulons aujourd'hui rétablir le débat en donnant la parole à Christian Lévesque. Et après son intervention, bien entendu, il répondra aux questions de façon ouverte. Ceci étant, s'il y a trop de questions, je ne pourrai pas les passer toutes à l'oral, mais elles pourront être répondues à l'écrit. Voilà. Constant. Merci, Madame la Présidente. On accueille notre ami Christian Lévesque. Après Philippe Stopp, qui, on a vu dans le monde du vivant, entre des certitudes et des incertitudes, entre ce qui est risque et ce qui est danger, comment la recherche peut nous accompagner pour nous faire notre propre opinion, comment construire une politique publique. Et aujourd'hui, biodiversité, enjeux de société, on voit bien quelles sont les sensibilités, quelles sont les manières de présenter ces difficultés éventuelles sur les risques, pour ne pas parler de danger. Et on voit bien le lien entre, je dirais, la nature, le fond de ces deux conférences de cet après-midi, qui viennent aussi nous enrichir. Alors, Christian Lévesque, que nous accueillons et dont je répète qu'on est content d'accueillir, a été quelqu'un qui était chercheur, qui a beaucoup travaillé sur environnement, vie et société, directeur du programme au CNRS. Il a été président aussi de notre académie. Il a beaucoup participé à des programmes de travail sur la biodiversité, sur le conseil scientifique du Pirensen, comment cette rivière, ce fleuve, qui est notre fleuve, je dirais un peu symbole, comment ce fleuve il vit, comment il évolue, etc. Et il a récemment fait un ouvrage sur la biodiversité avec ou sans l'homme. Donc, merci à Christian de pouvoir intervenir cet après-midi et d'enrichir le débat sur cette biodiversité, enjeu de société. Merci à toi, Christian. Merci Nadine, merci Constant. Et bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir sur cette conférence virtuelle. Je vais essayer de vous présenter un peu les idées qui me sont venues pendant de nombreuses années en étudiant la question de la biodiversité et de ses rapports avec la société. Alors je crois qu'il y a un problème, il faut que je fasse pour avoir le... Il faudrait repartager votre écran en bas sur le bouton vert. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, pourquoi la biodiversité est-elle devenue un enjeu de société? Je vais peut-être partir d'un peu loin, mais vous verrez qu'on arrive au point de discussion dont nous parlions tout à l'heure.
Alors, je commence par cette citation, mais parce qu'elle m'a beaucoup servi dans ma vie. Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions, disait Lévi-Strauss. Et je crois qu'effectivement, la science est faite surtout de questionnements, de doutes, et pas seulement de certitudes, même s'il en faut de temps en temps. Mais toute l'histoire de la science montre que les idées ont évolué. Je ne dis pas qu'on s'est trompé, mais elles ont évolué. Donc, pour commencer, je dirais que nous avons tous, à des degrés divers, une certaine empathie pour la biodiversité ou pour la nature. Peu importe, les deux mots sont souvent interchangeables. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons aussi des points de vue divergents sur la manière dont nous entendons la gérer et sur la manière surtout dont nous représentons la diversité biologique. Il en résulte forcément des divergences sur la manière dont nous voulons effectivement la gérer. Rapidement, ce qu'on peut dire, c'est qu'autrefois, on parlait surtout de nature. On a, dans les années 80, fait émerger le concept de biodiversité qui a pris beaucoup d'importance et qui est devenu, je dirais, un mot banal à l'heure actuelle. Pourquoi ce succès du terme biodiversité? Bien, une des raisons, mais ce n'est pas la seule, mais c'était que la biodiversité pouvait donner l'impression qu'on pouvait avoir une approche comptable de la nature. En fait, biodiversité, on pense aux espèces, on pense que l'on peut compter les espèces, donc faire des bilans, évaluer et voir dans quelle mesure elle s'enrichit ou elle s'érode. C'est quand même une des questions fondamentales quand on fait des programmes de surveillance. Et puis, dans ce cadre-là, effectivement, elle intéressait beaucoup les gestionnaires parce que les gestionnaires ont besoin de mettre en avant des indicateurs, d'avoir une possibilité de faire vérifier leurs applications. Donc c'est devenu un enjeu médiatique pour des groupes de pression qui cherchaient, alors je le dis clairement, à imposer une certaine vision du monde. C'est devenu aussi une auberge espagnole ou un mot valise où chacun amène finalement ce qu'il a envie de trouver et nous allons voir un peu ce qu'il en est. Alors, je commencerai par dire que la nature des uns n'est pas la nature des autres, et je fais très rapidement référence à ce que les sociologues ou les psychologues appellent les représentations. Représentation de la nature, c'est ce tableau de Magritte qui s'appelle la clairvoyance, on voit un œuf, on dessine un oiseau. Alors, en réalité, ce que ça veut dire, lorsqu'on regarde un objet naturaliste, on a derrière l'interprétation que l'on fait, que le cerveau fait en fonction de son passé culturel, en fonction de ses projets, on a une vision assez différente de ce que l'on voit comme objet. Donc la diversité biologique ou la biodiversité n'est pas seulement un objet naturaliste, la manière dont on l'aperçoit est extrêmement importante, ce qui explique le fait que ce soit devenu un enjeu de société. J'ai l'habitude de simplifier les choses de ces différentes représentations de la nature en disant, j'en distingue trois grands ensembles. Une, c'est un ensemble, c'est ce qu'on appelle la nature-objet. La nature-objet, c'est celle que les scientifiques étudient, que ce soit des écologues, que ce soit des systématiciens, mais aussi des géographes, des hydrologues, des géologues, on décrit et on analyse. Je rappelle que la biodiversité, dans sa définition, c'est non seulement les espèces, c'est aussi les gènes, et c'est aussi et surtout, je dirais presque, les systèmes écologiques dans lesquels vivent ces espèces. Ce qui veut dire que pratiquement l'étude de la biodiversité, c'est l'étude de la biosphère dans son ensemble. Le deuxième ensemble, c'est la nature vécue. Alors là, c'est celle du quotidien, je dirais, la nature du cadre de vie. C'est la nature que tous les gens qui vivent à la campagne connaissent, avec des avantages, et je vais insister lourdement sur cet aspect-là, les nuisances. Parce qu'effectivement, quand on vit de la nature et en milieu rural, on sait parfaitement que la nature a un double visage, on va en parler très rapidement tout à l'heure. Et puis, il y a la nature imaginée. Alors ça, c'est une nature qui est une nature mythique, qui est celle qui, en principe, n'est pas influencée par l'homme, qui n'a pas été détruite par l'homme, comme on dit, avec ce principe de naturalité, d'harmonie de la nature, de paradis perdu, et qui est un élément important. C'est un élément important parce que finalement, cette nature imaginée, c'est ce que certains appellent une nature refuge, c'est-à-dire
ça permet de rêver, ça permet de s'évader du quotidien. Et je crois qu'il faut faire très attention parce que c'est un enjeu majeur quand on parle de biodiversité. Rapidement, nature, objet, espèce, inventaire. Eh bien, écoutez, c'est un travail de Romain. On a commencé avec Linné, même avant d'ailleurs, mais Linné a quand même marqué le top départ d'une approche scientifique de la détermination des espèces. Il décrivait un monde qui avait été créé par Dieu, donc il entendait décrire un nombre limité d'espèces parce que Dieu n'avait pas créé une quantité infinie d'espèces. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a environ 2 millions d'espèces décrites. Il y en aurait entre 7 et 100 millions à décrire. Peu importe, la notion d'espèce est très discutée. On sait très bien qu'elle n'est plus du tout applicable quand on s'intéresse aux organismes, aux micro-organismes, bactéries, virus, prions, etc. Et ce sont des marqueurs génétiques qui interviennent. On a du mal à voir le bout du tunnel. Il faudrait certainement encore quelques centaines d'années pour décrire l'ensemble de la diversité biologique. Je ne sais pas si on y arrivera, mais le travail se poursuit. Nature vécue, bienfait, méfait de nature, ça c'est une question qui me semble fondamentale quand on aborde cette question de la biodiversité. Je dis comme Janus, elle a deux visages, elle a toujours ce visage riant de nature, bonne nature, la mère nature, mais elle aussi, tout le monde le sait, tous les gens le savent, cette approche un peu de grimaçante de méfaits qui sont à l'origine de maladies, de ravageurs, d'aléas climatiques, etc. Et tous les gens qui ont eu rapport avec l'agriculture ou avec les problèmes sanitaires savent parfaitement que la nature n'est pas un paradis terrestre. Donc, ma question, elle est toujours, pourquoi ne pas présenter quand même dans la plupart des discours médiatiques que le visage avenant de la diversité biologique? On voit que la nature est parfaite, merveilleuse, en harmonie, etc., et que l'homme doit vivre en harmonie avec la nature. Bon, ça c'est le discours que l'on entend le plus fréquemment dans les médias et dans beaucoup d'ONG. On peut se poser la question, est-ce que les écologues ont perdu le sens de la mesure? Parce que finalement, quand on regarde les choses de près, ça n'est pas aussi simple. J'invite tous ceux qui auraient peut-être perdu la mémoire à relire des ouvrages qui m'ont beaucoup intéressé. L'un qui s'appelle Les années misères de l'Achivère et l'autre que j'ai découvert récemment sur l'histoire des marais et qui décrit la vie dans les marais au début du 19e siècle, des gens qui vivaient dans ces conditions misérables. C'est tout à fait évident pour montrer en tout cas que c'est nécessaire que la nature n'est pas toujours ce paradis annoncé par les conservationnistes. Très rapidement, d'ailleurs, je dirais que cette vision idyllique de la nature aboutit à des contradictions. On a toujours, à l'heure actuelle, cette idée en tête que la nature rend des biens et des services, et c'est le discours que l'on entend surtout par des économistes, la nature est pourvoyeuse de biens et de services, mais on ne parle jamais, ou si peu, on commence à en parler dans la littérature internationale, de ce qu'on appelle les disservices, c'est-à-dire quel est le coût du non-contrôle des ravageurs de culture, quel est le coût du non-contrôle des vecteurs de maladies. Ça, ce sont des choses aussi qui devraient être prises en compte dans une démarche de type coût-avantage, mais on en parle très peu. On ne voit que les aspects positifs et on met à charge effectivement tous les autres aspects. Donc, il y a déjà une première difficulté dans cette approche coût-bénéfice. La nature imaginée, ben écoutez, vous le savez tous parfaitement que les religions vendent du rêve, nous vendent, vous êtes dans des mauvaises conditions sur Terre, mais vous aurez le paradis pour vous reposer. Donc, c'est, je dirais, le langage habituel de beaucoup de religions. Mais il n'y a pas que les religions, les agences de voyage aussi vous promettent une belle nature pour se ressourcer, c'est la nature refuge. Et c'est vrai que c'est une nature qui permet de compenser des stress de la vie urbaine, c'est une forme de soupape de sécurité. Avec cette interrogation, est-ce que les paradis hébergent également des espèces dangereuses ou nuisibles? On n'en parle guère non plus. Donc c'est une nature idyllique, théorique, virtuelle, et voilà, elle a son importance, mais est-ce qu'elle peut servir de guide à une restauration ou à une protection ou une gestion de la nature? Ça, c'est un véritable point d'interrogation. La science écologique, c'est celle que je pratique depuis plus de 50 ans, mais c'est aussi, je dirais, comme beaucoup d'autres sciences d'ailleurs,
pas la seule, une science sous influence. Je vais très vite parce qu'on n'a pas le temps de détailler, mais quand même, l'écologie est l'héritière de la représentation créationniste de la nature. Je suis en train d'examiner ces questions, c'est tout à fait clair. Elle a repris notamment un certain nombre de concepts du créationnisme, et par exemple cette notion d'équilibre de la nature, avec cette notion de nature harmonieuse dont on parlait tout à l'heure. Elle a subi de multiples influences. Je rappelle simplement le malthusianisme avec ses idées de compétition entre espèces. C'est une idée qui prévalait à la fin du XIXe siècle, alors que dans d'autres cultures, on a, par exemple, mis en avant la coopération. Et il y a eu un article intéressant de Tuillier qui s'appelait Darwin chez les samouraïs, qui démontrait très bien cette différence culturelle. Les influences de la physique, de la cybernétique, avec les notions de flux, de concepts de profodynamique, c'est dans les années 40 que ça a débuté. Et très vite encore, une vision assez mécaniste de la nature, je dirais, où on comparait la nature, le fonctionnement d'un système écologique, à une mécanique, à une horloge ou à un moteur. C'est-à-dire que toutes les pièces avaient leur rôle dans un système, indispensable au bon fonctionnement du système, avec les notions de niche écologique, et une vision, puisque c'était mécaniste, une vision de type déterministe. Et maintenant nous sommes confrontés avec des connaissances qui ont quand même beaucoup évolué, au poids des héritages intellectuels, je pourrais appeler ça aussi lesquels, ces représentations de la nature que je vous ai très rapidement exposées tout à l'heure. D'abord, il y a des héritages romantiques, je vais passer rapidement là-dessus, mais vous savez qu'il y a eu à une époque, notamment à la fin du XIXe siècle, cette représentation d'une nature paradisiaque avec les artificialisations de la nature, c'est-à-dire que les artistes peignaient la nature. Il y a eu cette protection et paysages remarquables. La forêt de Fontainebleau a été, par exemple, un haut lieu, en tout cas, de partialisation de la nature, et en mettant en avant des valeurs esthétiques du paysage. C'est la belle nature qui a été sublimée avec ce qu'on appelle le sublime et une source d'émotion, et ça reste vrai, en tout cas, dans l'état actuel des choses. Il y a eu aussi le naturalisme. Le naturalisme, c'est la séquelle un peu de cette représentation c'est la nature. Le naturalisme, c'est le terme utilisé par Descola pour dire que, en fait, on distingue une nature vierge qui n'a pas été aménagée, touchée par l'homme, et la culture qui différencie l'humain du non-humain, mais qui également est caractéristique des sociétés humaines. Donc la nature vierge et l'homme et la culture, ce sont des choses qui étaient quelque peu séparées, voire en opposition. Ça, on le retrouve dans cette vision à l'heure actuelle d'une belle nature qui est une nature qui n'est pas touchée par l'homme. On va voir pourquoi. Alors, ce qui est quand même surprenant et étonnant, qui m'a toujours étonné, mais c'est que nos collègues Mathieu et Jolivet, il y a déjà très longtemps, disaient l'environnement c'est la nature et la nature c'est la campagne. La campagne, c'est quoi? C'est finalement des systèmes agricoles. Ce paradoxe nature égale milieu non anthropisé égale système agricole, c'est quelque peu surprenant. Et quand on entend toujours à l'heure actuelle parler de l'homme détruit la nature, on se demande si effectivement on est toujours dans un monde rationnel. Le mythe de l'équilibre de la nature, c'est aussi là, c'est certainement un des points les plus importants des difficultés que l'on a actuelles en matière de gestion de la diversité biologique. C'est l'héritier d'une représentation fixiste de la nature. Je vous disais tout à l'heure, les frères Rodum avaient malheureusement encore cette perspective. Ça a fait les beaux jours des études d'impact. J'ai mis le culbuto parce que le mythe de l'équilibre de la nature, c'est vous faites une perturbation, la nature se modifie. Vous arrêtez la perturbation, elle revient à son état initial. C'est ça le mythe de l'équilibre. Ça a été le mythe finalement de beaucoup d'études. En fait, on essayait de voir comment la nature allait revenir à son état initial. Elle a donné lieu à d'autres mythes, évidemment ce sont des concepts, mais du bon état écologique, ça on pourra en discuter longtemps, mais c'est aussi
qui est d'actualité. Alors, certains pensent peut-être que je fabule, mais quand vous regardez le web, j'ai pris cet exemple, il y en a de multiples autres. L'écologie de la restauration, appelée également, est le fait de restaurer des écosystèmes qui ont été endommagés, voire détruits par les activités humaines. Donc, c'est toujours cette vision de l'homme destructeur. Le but est de restituer des écosystèmes, un écosystème donné tel qu'il était à l'origine, avant d'être impacté par l'industrie, l'agriculture, etc. Donc, restituer un écosystème tel qu'il était à l'origine. On est bien d'accord, hein? Quand j'ai participé à un groupe de travail sur les mesures à prendre dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, on avait des textes, et ces textes de loi disaient qu'il fallait compenser à l'identique des systèmes écologiques qui en fait étaient des systèmes agricoles impactés par la construction de l'aéroport, et des systèmes agricoles figés il y a 50 ans. Compenser à l'identique, on ne sait pas faire. Alors on fait comment? Et on a toujours cette vision qu'il existerait une nature sans. Puis, vous avez à l'heure actuelle ce syndrome des espèces invasives. Alors, je suis parfaitement conscient que ces espèces peuvent, à un certain moment ou à d'autres, me poser problème, mais on assiste aussi quand même à une diabolisation des espèces introduites, parce que derrière ça, il y a toujours cette idée qu'elles viennent perturber l'ordre de la nature. Dieu aurait créé un monde dans lequel chacun a sa place, et ces espèces n'ont pas leur place en Europe, par exemple, ou ailleurs. Donc, et quand on regarde un peu les pères créateurs de la biologie et de la conservation, on est quand même surpris de voir que de nombreuses reprises, ils citent la Bible. J'ai cité Elton en 58, mais Elton cite la Bible à différentes reprises. Donc, on a mené des recherches à charge contre les introductions d'espèces. Donc, et dans ce cadre-là, il y a vraiment un débat qui est latent et que j'ai rencontré à différentes reprises dans les différents domaines où j'ai été amené à intervenir. C'est cette nature des peuplements, c'est-à-dire dans la composition des peuplements d'un système écologique, peut être utilisée comme finalement un système de référence pour suivre les évolutions à long terme. Alors, il y a cette approche fixiste et déterministe dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une organisation intrinsèque des peuplements avec des interactions entre espèces qui vont effectivement assurer la cohésion du système, niche, etc. Et évidemment l'influence des facteurs de l'environnement. Toutes les espèces dans ce cadre-là sont considérées implicitement ou explicitement comme indispensables, avec cette vision fixiste et mécaniste qu'un système va évoluer en fonction de ces différents éléments. Et puis, vous avez une approche qui est, j'allais dire, totalement opposée. Presque. Les peuplements, en fait, sont une collection d'espèces présentes, je dirais presque de manière opportuniste et conjoncturelle dans un endroit donné, à un moment donné. Donc, ce qui veut dire qu'un écosystème est un lieu d'accueil ouvert, où, et c'est un des points importants maintenant en écologie, on considère que, comme en génétique d'ailleurs, le rôle du hasard, les aléas, jouent un rôle important dans la constitution des peuples. Donc on est quand même à la confrontation de deux systèmes qui sont peut-être d'une certaine manière un peu vrais tous les deux à certains moments, mais qui sont vus ou vécus en tout cas comme des oppositions, et les conséquences effectivement de ces différents points de vue sont assez contrastées en matière de gestion. Si on a une approche déterministe, on va penser qu'il y a un état de référence, c'est-à-dire un bon état. La disparition ou l'apparition, ou l'addition d'ailleurs, parce que maintenant on voit de plus en plus d'espèces qui arrivent chez nous en Europe, va gripper le fonctionnement du système, et on va parler tous du terme dysfonctionnement. Les systèmes dysfonctionnent. Si vous avez une approche stochastique, vous avez une vision beaucoup plus dynamique. Le système, lui, est adaptatif, je dirais opportuniste, c'est-à-dire qu'il s'ajuste, il ajuste son fonctionnement à l'addition ou la disparition d'espèces et au changement des facteurs de l'environnement, qui est important quand on parle à l'heure actuelle de changement climatique. Donc vous voyez que les points de vue sont quand même assez divergents, vous voyez que les perspectives ensuite en matière de gestion sont assez tout le débat au sujet de la signification des indicateurs et du système de référence quand on fait de la gestion ou de la restauration. Pourquoi tout ça?
eh bien, il y a aussi derrière ça, et je pense que l'exposé précédent de Philippe Stoop était tout à fait intéressant, tout à fait adapté à la situation que nous rencontrons en écologie, c'est que nous sommes face à ce qu'on appelle des systèmes complexes. Alors, complexe, on pourrait discuter, c'est pas tout à fait la même chose que complexité, mais dans lesquels on a un phénomène qui est observé et le résultat de plusieurs facteurs qui interagissent à des échelles de temps et d'espace qui peuvent être variables et dont l'influence relative peut elle-même varier dans le temps et dans l'espace. Donc, on parle aussi parfois de synergie. On en parle, mais on ne sait pas très bien ce que c'est et on a beaucoup de mal à prouver l'existence de ces synergies. Donc, on se lance alors dans des formulations d'hypothèses quand on cherche à faire de l'interprétation de ces systèmes, sont basées parfois sur des corrélations non démontrées, et quand les scientifiques restent prudents, d'autres médias, soit des médias, des mouvements militants ou autres, vont, je dirais, d'une certaine manière, instrumentaliser les résultats, et je crois que Philippe l'a très bien montré. Je mettais ça, avant d'avoir vu son exposé, l'épidémiologie est confrontée aux mêmes difficultés. Alors, si je passe la parole à Edgar Morin, il va dire qu'est-ce que la complexité? Ce n'est pas qu'un mot, c'est un défi. Et comment la traiter? Cela, on ne l'enseigne nulle part. Quels en sont les instruments, les outils? On sait bien séparer les choses, on ne sait pas les relier. En fait, le gros problème que nous avons en écologie, je pense un peu aussi en épidémiologie, on n'a pas beaucoup d'instruments qui nous permettent d'aborder ces questions de manière satisfaisante. Il en résulte que les interprétations des résultats que l'on a sont très souvent, je dirais, un peu aléatoires. J'ajoute, je fais ça pour simplement fixer les esprits ou amuser les esprits, mais sauver un arbre, manger un castor, ça résume toutes les ambiguïtés de l'écologie, ce qui veut dire que toute action en faveur d'une espèce a des conséquences sur les autres espèces. Et de nombreuses lois qui sont prises sur des bases sectorielles se révèlent souvent incohérentes au niveau systémique, c'est-à-dire quand on prend en compte l'ensemble du système. On veut souvent et cet exemple des crânes vertes et bleues. Les crânes vertes et bleues sont certainement adaptés à un certain nombre d'espèces, mais par contre, par exemple, ont des autoroutes pour les espèces invasives dont on ne veut surtout pas. Donc, on agit dans un sens pour le bien-être de population, mais dans un autre sens, on a oublié qu'il y avait d'autres espèces qui pouvaient interférer. Donc, les yachts à faucons, c'est compliqué. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, pour être un peu résumé, la diversité biologique, c'est le produit du changement, ce n'est pas le produit du statu quo, donc il n'y a pas d'équilibre. Et les systèmes écologiques sont toujours en train de se transformer à des échelles de temps de pas variables. Il est évident que les gènes évoluent probablement, en tout cas plus vite que beaucoup d'espèces. Les systèmes écologiques évoluent au fil du temps. On parle en écologie de trajectoire spatiale et temporelle. Il n'y a pas d'équilibre et donc il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, en matière de gestion, penser que l'état écologique de la rivière que nous avions connu il y a 50 ans, ben c'est un peu du passé, on n'y reviendra pas pour des tas de raisons. Ce sont des systèmes opportunistes, donc qui sont capables d'intégrer ou de changements. Et ce qui pose là la vraie question de référence dans le domaine de la protection de la nature et surtout de la restauration. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait de la restauration? À quoi on veut aboutir? On ne peut pas se fixer une référence qui n'existe pas, qui n'existe plus, ou qui a une probabilité de ne pas exister. Les systèmes écologiques ne sont pas déterministes. Le rôle du hasard et de la contingence, ça fait qu'on a du mal, beaucoup de mal à prévoir l'avenir. Et quand même embêtant. Beaucoup d'actionnaires ont besoin, ou nous demandent en tout cas, de faire de la prévision pour organiser leur plan de gestion. Évidemment, il y a toujours des gens qui vont répondre à ces interrogations. Et j'ai à diverses reprises d'astrologue, moi je parle de la boule de cristal, que sont les modèles quand ils sont utilisés pour la prédiction. Les modèles sont utiles, je n'en doute pas, pour la réflexion, pour l'aide à la réflexion. On leur fait jouer un rôle de prédicteur, ils ne sont pas
on arrive souvent à des aberrations. Rappelez-vous les prédictions qu'avaient fait les modèles à l'époque de la vache folle de mortalité. Voilà, première partie. Nadine, à toi. Ça y est, je m'y remets. Tu préfères une interruption pour quelques questions maintenant? Écoute, on peut faire comme tu veux. Oui, oui, on peut mettre très bien, très bien. Michel, Deux ou trois questions. Et puis, j'aimerais bien aussi, il y a vraiment un parallèle qui peut être fait entre le maintien du patrimoine culturel, dont on s'interroge toujours sur en quel état on va le maintenir ou le restaurer. Et je me posais la question, est-ce que cette notion de biodiversité, donc d'immobilisme de la nature, elle déborde sur les sociétés occidentales? Parce que le peu que je sache de l'Orient, c'est qu'il y a toujours symbolisé par Shiva qui maintient l'équilibre du monde, et c'est toujours un équilibre très instable. Alors, est-ce que les Asiatiques ont cette même idée? Ça, je ne sais pas. Je sais que chez les Asiatiques, les rizières, par exemple, sont considérées comme des systèmes naturels. Donc, voilà, ça, je le sais. Au niveau. Maintenant, est-ce qu'ils ont cette idée Alors, ce que j'en sais, en tout cas, par les lectures, c'est que quand je parlais tout à l'heure de compétition, la culture asiatique voit plutôt la coopération. C'est presque l'antithèse de la vision occidentale du fonctionnement des systèmes. C'est-à-dire les espèces coopèrent entre elles. On s'est aperçu d'ailleurs que ce n'était pas entièrement faux. Espèces qui sont en symbiose ou qui utilisent l'une ou l'autre d'autres espèces. Et voilà, maintenant, sur le plan culturel, je ne peux pas te répondre directement à cette question. Merci. Et je vais m'occuper de ça. Michel Dron demande… En même temps, oui, excuse-moi. En même temps, Christian, l'esprit de Yukong ne déplace pas les montagnes. Quand on voit la Chine, il n'y a pas on va pas au-delà de cet équilibre que tu dis des rizières. Est-ce que ce que tu dis de l'Asie est vrai? Écoute, on en parlera tout à l'heure. Tu parles là de l'érosion dont on parle, de l'érosion de la biodiversité en Asie et de ses conséquences sur le virus. C'est ça dont tu veux aborder, c'est ça? Oui, enfin il y a ça, mais aussi comment, justement, par rapport au développement démographique en Asie, l'idée que, au-delà de l'agriculture traditionnelle, hein, qui est ou collinaire ou surtout de plaine ou de vallée, peut se déplacer et aller au-delà. C'est la maîtrise à la fois hydraulique, à la fois des sols, à la fois de la fertilité des sols. Bon, c'est pour ça que quand je dis l'esprit de Yukong, ça a été dans la révolution culturelle chinoise, comment essayer de gagner des terres et comment faire que l'agriculture se développe en Chine populaire. Voilà, c'était ce que je voulais te dire. C'est exactement ce que nous avons fait à l'époque de la Révolution. À l'époque de la Révolution, il y avait la volonté de mettre en culture toutes les terres disponibles. C'est comme ça qu'on a supprimé les forêts sur les sommets, qu'on a créé des problèmes environnementaux ensuite avec l'érosion des montagnes. C'est comme ça qu'à une époque, il y a un ouvrage qui m'a beaucoup intéressé qui s'appelait La Révolution contre les cartes, qui consistait à dire on va supprimer toutes les zones humides, on va supprimer tous les étangs pour en faire des zones de culture. Il y a eu tout cet esprit de Yukon, il a existé à la Révolution et pratiquement pendant très longtemps, l'agriculture avait pour objectif de conquérir des terres cultivables parce que les rendements étaient médiocres, que la population s'accroissait et qu'il fallait nourrir les gens, tout simplement.
Bien, alors Michel Dron pose plusieurs questions. J'en prends une. Que t'inspirent celles et ceux qui parlent de la 6e extinction des espèces, mais la première due à l'Anthropocène? Et il donne une autre question, les autres pouvant être reportées plus tard. C'est une des grandes critiques des alter-ONG, c'est que l'homme accélère les choses à son avantage égocentrique, non? Alors, je lui répondrai plutôt à la fin quand j'aurai fini l'exposé, hein, parce que je crois qu'il y aura des éléments de réponse à sa question. C'est ce que je pensais, mais alors oui, et l'extinction aussi? L'extinction aussi, oui. Aussi. Je ne vais pas centrer mon exposé sur l'extinction parce que c'est un autre domaine et on pourra en discuter longtemps, mais voilà, je pense que dans l'extinction, comme souvent dans ces choses-là, il y a des choses vraies et puis il y a beaucoup de fantasmes. Bien. Alors, Jean-Louis Bernard remarque qu'un système agricole ne serait résolument productif dans les parcelles et soucieux de ménager la diversité du vivant au niveau du territoire exploité. N'est-il pas la meilleure solution pour répondre à la fois aux besoins des hommes et à la conservation de la biodiversité végétale ou animale? Donc, un système productif dans les parcelles. Est-ce que c'est la solution? Et je ne sais pas si c'est la solution, mais je veux dire que ça fait partie des solutions. Voilà. Bon, je vais essayer de continuer, puis si tu veux bien, on verra tout ça. Je sélectionne les questions qui arrivent. Bon, l'homme détruit la nature. Alors là, on est sur un thème, c'est le thème favori, je dirais, des ONG. C'est l'homme destructeur de la nature. Et c'est pour ça, finalement, qu'on est unis. Oui. Bon. Donc, alors, voyons. Voilà. Donc, ce que je peux dire simplement là, c'est que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'essentiel des espèces qui sont actuellement éteintes concerne des espèces qui étaient endémiques sur les îles et qui ont été détruites il y a déjà pas mal d'années d'ailleurs, même pas mal de siècles, de millénaires, mais ce constat n'est pas généralisable à l'ensemble des espèces continentales. Je ne peux pas rentrer dans le détail, sinon ça serait trop long, mais ce que je peux dire, c'est que oui, la forêt de Bornéo est fortement impactée à l'heure actuelle. Comment faire? Je l'ai vu constaté, et comme beaucoup, je m'interroge sur ce que va devenir notre cousin Laurent Blanc, hein, ça c'est clair. Mais la situation est différente en Europe, où nous avons une nature, et je vais passer quelques minutes là-dessus, qui a connu des impacts climatiques majeurs et qui a été surtout co-construite pendant des millénaires par les hommes. Simplement pour vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 20 000 ans, nous étions dans une situation de glaciation. Le permafrost se situait au milieu de la France et de l'Europe, et une partie des Alpes était sous les glaces, et le reste, quand même, avait subi beaucoup d'impact. Le niveau marin était à moins 120 mètres, il a remonté depuis. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que la biodiversité que nous avons, que nous vivons en Europe, c'est un melting pot, c'est-à-dire un ensemble hétérogène d'espèces qui ont naturellement et parfois difficilement recolonisé les territoires après la période glaciaire, des espèces qui ont accompagné les agriculteurs migrants qui venaient de l'Ouest, et je rappelle que les mycicoles sont souvent attribués à ces agriculteurs, des nombreuses espèces qui ont été importées par des voyageurs venant d'Asie, Moyen-Orient, les navigateurs arabes ont fait circuler pas mal d'espèces. La vigne est apparue en France comme ça. Hein. Et puis des espèces maintenant, évidemment, depuis les grandes découvertes, qui ont été introduites volontairement ou accidentellement avec les échanges commerciaux. Et on en voit de nos jours effectivement une accélération. On en a parlé ce matin au niveau de la section avec toutes les maladies qui apparaissent. Donc, il y a les espèces, mais il y a aussi tous les paysages qui ont été créés par et pour des usages agricoles, les bocages, les prairies, les zones humides, les forêts. Beaucoup sont identifiés. Comme disait Giraudoux, c'est la terre de France et si rapiécée, c'est qu'elle a beaucoup servi. Puis vous avez des systèmes artificiels nouveaux, milieux urbains, périurbains, gravières, terrils, etc., qui sont à l'heure actuelle en voie de reconquête par la diversité biologique. Alors si on regarde ce bocage,
peut avoir différentes interprétations. On peut dire ce bocage, c'est un paysage de forêt dégradé. Ou on peut dire ce bocage, c'est un patrimoine. On peut dire ce bocage est riche en biodiversité. C'est mieux qu'un open field. On peut avoir différents discours là-dessus. Mais c'est que c'est un système forestier dégradé qui a été aménagé par l'homme. Clairement. Bon, nous sommes dans cette situation dont je parlais tout à l'heure. La nature, c'est le milieu rural. J'aime bien prendre cet exemple du lac du Der à Chantecoq, qui est un barrage réservoir de la Seine, qui est dans la Marne. C'est pas bien de faire des barrages, vous le savez parfaitement, il faut laisser les rivières naturelles. Mais celui-là, il s'était fait pour éviter inonder Paris, donc on lui pardonne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette grande zone humide, c'est une des plus grandes zones de France, est très vite devenue un lieu de passage de tous les oiseaux migrateurs d'Europe du Nord qui descendaient vers le sud. Et c'est devenu un haut lieu d'observation des oiseaux, donc un haut lieu d'ornithologie. À tel point que ce milieu artificiel, s'il en est, a été classé site Ramsar, c'est-à-dire la consécration internationale en matière de protection de la nature. Bon, site Ramsar, ok, c'est un site artificiel, donc l'homme ne fait pas de conneries quand même, hein, mais on ne s'est pas posé trop la question non plus de savoir ce que finalement on avait détruit pour obtenir ce site, magnifique site de conservation, parce qu'on a détruit un bocage. On a détruit un bocage. Et comme je disais tout à l'heure, avec l'histoire du castor d'arbre, on a détruit un bocage, donc on a moins d'oiseaux des champs, et on a plus d'oiseaux d'eau. Bon, mais le solde, si on estime que les oiseaux d'eau c'est bien et que ce nouveau milieu c'est bien, c'est un choix qui est fait par des hommes, ça n'est pas un choix écologique. Bon. Et on ouvre là aussi des perspectives. Quand on a eu ces discussions autour de Sivins, il est fort probable que si on avait fait les choses correctement, Sivins aurait été un site à peu près comparable, peut-être pas tout à fait la même chose, mais aurait pu être un site comparable à celui du lac du Der. Et donc, dès qu'il y a de l'eau, de toute façon, il y a de la vie, ça il faut le dire clairement. Donc, on aurait pu essayer de trouver des terrains d'entente dans cet aménagement. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu effectivement la conservation d'une situation, une certaine vision fixiste de la nature. On considérait que l'homme ne fait que dégrader la nature. J'aime bien aussi reprendre cet exemple, qui est un exemple qu'un de nos confrères de Nadieu et il avait écrit une note sur cette question qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque, il y a déjà une trentaine d'années. C'est la création d'une mare dans un parc urbain qui est réalisé par des aménagistes en vue de d'user le public d'une certaine manière, donner d'autres perspectives que des arbres et des montagnes. Et ce milieu s'est très vite colonisé par des herbes et des animaux aquatiques, et il a évolué très vite en quelques années, à tel point que, quelque part, on en a fait une zone naturelle d'intérêt écologique, une SNIEF. Hein. Et l'histoire, c'est que finalement, cette zone qui avait été créée pour des gens du nord-est de Paris, pour leur distraction, ben, elle leur a été interdite parce que la SNIEF devait être protégée. Donc, on évitait que les gens viennent perturber les oiseaux qui vivaient dans ce milieu. Donc, une fois de plus, on a recréé de la nature. Et ce qui est dans mon discours est peut-être clair, c'est que il faut arrêter d'avoir cette vision toujours négative de l'impact de l'homme sur la nature. Si on veut évoluer, coévoluer et faire en sorte qu'il y ait une coexistence entre l'homme et la nature, mais il faut aussi mettre en avant les exemples positifs. Pourquoi ces milieux totalement artificiels ont-ils été consacrés comme des lieux de conservation? Ça peut faire bon ménage et ça peut ouvrir des perspectives. Voilà. Et puis je reviens toujours sur cette question de cette mise en scène de la diversité biologique et le jardin de Mollet, hein, à Gilles-Léry. Il y a des plantes de tous les endroits du monde. C'est ce qu'on pourrait presque dire de l'écologie de synthèse, hein, par assimilation à la biologie de synthèse. Et ça, on aime. Et ça n'a rien de naturel.
Donc, la réponse qu'on peut avoir, c'est que quand on aménage et quand on restaure, eh ben, on perd et on gagne en diversité biologique. Et savoir si c'est plus ou moins, ça ne relève pas de l'écologie, mais ça relève de choix de société. Et voilà. Quand même, simultanément, l'homme a aménagé les milieux naturels, mais je tiens quand même à rappeler que nous, simultanément, nous avons lutté contre les maladies, entraînant les zones humides, grâce aux progrès de médecine également, et en contrôlant des populations d'animaux réservoirs ou vecteurs. C'est le cas de la rage en particulier. Nous avons développé notre agriculture en luttant contre les ravageurs, grâce à la sélection génétique d'une part, et puis ensuite peut-être, mais grâce aux produits phytosanitaires. Et nous avons mis en place, je le rappelle quand même aussi, plusieurs centaines de zones protégées sous des statuts divers. C'est un peu le bordel. C'est la façon dont l'homme habite la Terre qui l'a rendu agréable à vivre, avec raison Sylvie Brunel. Et je crois que ça doit être effectivement une des phrases sur laquelle on doit réfléchir. Ça n'est pas dans une nature vierge que nous souhaitons vivre, dans une nature qui est aménagée pour notre bien-être. La question du bien-être de l'homme est une véritable question. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu des excès, qu'il faut y remédier, ça je suis d'accord, mais selon des critères qui soient raisonnables, et beaucoup de bon sens, j'allais dire, dans une démarche coût-avantage qui soit transparente, pas simplement sur des bases idéologiques. Le Covid-19 serait-il la punition des hommes qui détruisent la nature? Alors là, je vais rentrer dans un domaine très conceptuel, parce que dans d'autres régions du monde où la biodiversité est sous pression, mais en réfléchissant, je me dis, mais depuis longtemps, c'est pas nouveau. Quelles en sont les causes? Alors, on a les causes factuelles que l'on va retrouver dans tous les documents internationaux ou nationaux. La démographie humaine, on fait quoi? Les échanges commerciaux, oui, on sait que les échanges commerciaux sont à l'origine de tout un transfert d'espèces, y compris des virus, y compris des maladies parasitaires. On fait quoi? Et les pollutions de toute nature, pas seulement agricoles, je tiens à le souligner. Alors là, oui, il faut et on peut réduire la pression, encore faut-il le faire. Mais une fois qu'on a dit ça, et je répète, c'est une véritable litanie qu'on retrouve partout, essayons d'analyser les causes profondes de ces deux ans. Et là, je fais un peu référence à mon vécu, puisque une partie de mon existence dans des pays en développement, notamment en Afrique. Et pour moi, il est évident que l'atteinte à la diversité biologique que tant de gens stigmatisent, elle est liée à deux choses. La pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est ce qui explique beaucoup de choses quand on considère à l'heure actuelle la réduction des forêts tropicales ou quand on considère le fait que les gens mangent de la viande de brousse. La viande de brousse, c'est celle que l'on va chasser et qui permet à beaucoup de gens de vivre de survie. D'où le braconnage, pillage, etc. C'est ce que nous avons vu à une époque en Europe. Et puis, la recherche de profit à tous les niveaux, pas seulement l'apanage des systèmes capitalistes comme on entend souvent, mais tous les gens, à tous les niveaux, essaient de se faire de l'argent et la corruption est présente à tous les niveaux de la société. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de gens essaient d'avoir les moyens de vivre le monde idéal qui est celui des pays européens qu'on leur présente dans les émissions de cinéma ou de télévision. C'est-à-dire qu'il y a ce mirage de la culture et du mode de vie occidental dans beaucoup de pays. Pour y parler, il faut de l'argent. Et les pillages, comme on dit, de la nature permet de capitaliser et d'avoir de l'argent. Ça n'explique rien, ça ne justifie rien, mais ce sont là, pour moi, les vrais moteurs, en tout cas, de la dégradation actuelle de la diversité biologique. Alors, je vais vous faire un peu de provocation, mais quand on n'a plus à chercher à survivre, on peut se préoccuper de son environnement. Donc, comment régler la question de la pauvreté? Comment gérer une population croissante et des besoins accrus? Est-ce que c'est la politique des aires protégées qui va régler ces questions? J'en doute fort. La politique des aires protégées n'est qu'un
l'ectoplasme. Et en réalité, quand on a des troubles sociaux, en général, ces aires protégées disparaissent. Donc, la question, elle est comment gérer protection de la biodiversité et protection des hommes, au sens large. Accuser ceux qui se nourrissent de viande de brousse et leur conseiller de respecter la nature, c'est pour le moins incongru, je vais dire presque indécent. Et si on veut, et pousser ma réflexion peut-être un peu loin, mais vous pourrez me le dire, si on revivait un autre épisode de la lutte des classes. Au XIXe siècle, il y a eu la laïcisation de la nature, mais je vous ai montré tout à l'heure rapidement, certes, que le fond culturel était resté vivace jusqu'à nos jours. Les notions de nature harmonieuse et en équilibre se pérennisent avec cette vision romantique et la dualité nature-culture. Une belle nature est une nature non anthropisée et, je disais, presque une représentation des riches, c'est-à-dire des gens qui ont le temps de penser et qui sont d'une certaine manière à l'abri des méfaits de la nature. Mais pour la majorité des citoyens, en réalité, le rapport à la nature était beaucoup plus ambigu. Hein, et leur vie, je vais essayer de vous le dire tout à l'heure, était quand même beaucoup plus difficile. S'appuie sur une représentation que l'on a ensuite discutée, qui est celle des utiles et des nuisibles. Je suis en train de regarder à l'heure actuelle l'évolution de la protection des oiseaux sous l'angle des oiseaux utiles à l'agriculture. C'est tout à fait intéressant ce débat et on montre bien que la représentation des cette dichotomie utile-nuisible que j'ai retrouvée moi effectivement. Donc c'est le quotidien du peuple, ça, et cette nature, ben, c'est celle des pauvres. Conscience de cette caricature un peu grossière, mais quand on repart ensuite sur le XXe siècle, on voit bien que petit à petit, cette vision romantique s'est un peu étendue à une plus grande frange de la population, puisque beaucoup de ruraux sont devenus urbains et qu'on avait le regret finalement du passé et on embellissait la vie de la campagne et les questions des nuisibles et de la nature sont restées quand même présentes. Alors si je fais un peu d'homocétie et que j'extrapole un peu la situation que nous avons connue à la France, pendant la France du 19e et 20e siècle, on peut dire qu'elle est assez comparable à celle que nous vivons actuellement entre les pays occidentaux riches et les pays pauvres en développement. Donc ces derniers sont aussi plus concernés par l'érosion de la biodiversité et la croissance démographique. Et leur préoccupation première, c'est d'abord d'acquérir notre niveau de vie. Et la Convention sur la diversité biologique est intéressante à cet effet parce que c'est pas tellement la protection de la nature que l'on y discute, mais du partage des avantages qui est lié ou qui serait lié à la vente des brevets résultant des prises de brevets sur la biodiversité. C'est un autre discours. Sont-nous les pays riches qui conseillent ou mettent en honneur, ça on peut discuter, de protéger leur biodiversité maintenant. Ce sont nous qui disons attention, protégez votre biodiversité et en leur disant ne mangez pas de viande de brousse, parce que ça c'est pas bien. Hein. On donne bonne conscience en faisant semblant d'ignorer que la condition première de cette érosion, c'est la pauvreté. Alors que fait-on? Ben, devant les difficultés à répondre à ces questions, on gesticule et on répète à l'envi des exactions de l'homme. La machine à cash fonctionne hein, pour alimenter les ONG du Nord en particulier. On tient des discours réalistes ou utopiques tels que développement durable. On ne s'adressait pas aux causes fondamentales. Une santé, oui, certes, on fait quoi? Et puis ces aires protégées qui demandent un certain nombre d'ONG, 30% de la surface de la Terre, mais on fait quoi des populations que l'on va extrader? Donc le Covid-19, j'y arrive, bah, plusieurs publications montrent qu'en fait, la diversité biologique est plus riche. Là où elle est plus riche, en tout cas, plus il y a de virus présents, notamment chez les chauves-souris, ça a été bien montré, me semble-t-il. Donc plus il y a de biodiversité, plus il y a de virus. Quoi. Et plusieurs publications vont dans ce sens. C'est conforme à une certaine logique, mais ça n'est pas porteur pour les conservationnistes, parce qu'évidemment, c'est à l'encontre de leurs idées de voilà.
c'est recevable. Voilà. Elles font de leur légitimité sur le discours récurrent que l'homme est destructeur de la biodiversité. Donc, comme pour la thématique de l'érosion, on va donc faire le buzz. Et sur des articles aux conclusions souvent prudentes, car quand on regarde un peu les publications qui sont issues de ces études sur les rapports environnement et biodiversité, on s'aperçoit que souvent les auteurs travaillent dans le conditionnel. Les conclusions sont souvent si, il se pourrait que, elles sont rarement très, très claires et elles sont souvent, je dirais, spéculatives. On n'a pas vraiment affaire à des certitudes, et notamment pour celles que nous avons eu l'occasion d'entendre récemment, nous avons beaucoup de corrélations. Je crois que Philippe a posé la question. Ce n'est pas une démonstration. L'émergence de maladies infectieuses et les espèces menacées. Peut-être y a-t-il une relation entre la richesse en espèces tout court et les espèces menacées. C'est-à-dire qu'il y a l'émergence de maladies infectieuses qui est liée à la richesse en espèces, qui est elle-même liée à la richesse en espèces menacées. Et on va généraliser à partir d'observations ponctuelles le concept également d'effet dilution. Ça, c'est pas tout à fait validé et c'est même pas toujours très sérieux. J'ai retrouvé dans le courrier de l'UNESCO il y a une cinquantaine d'années ce texte d'un ambassadeur du Brésil qui a participé à de nombreuses réunions, dont celle de Stockholm sur le développement durable, et qui fait un peu la vision des pays en développement par rapport à ce qui pourrait se faire à l'heure actuelle en matière de conservation de la nature. Il dit que le problème n'est pas de réaliser un équilibre écologique, mais à l'inverse, de trouver les modes les plus efficaces d'un déséquilibre écologique durable. Évidemment, c'est un peu de la provocation, mais on voit bien ce qu'il veut dire. Le problème n'est pas d'exterminer l'espèce humaine, mais de continuer à exercer notre art d'exploiter les ressources naturelles. Et à cet égard, le malentendu fondamental et la bagarre qui s'ensuit a entraîné des foules de conclusions aberrantes. La dernière phrase est intéressante. Ce qui est le plus curieux dans ces conclusions, c'est que ceux qui concluent ont généralement administré leur remède. Ne vous multipliez pas, consommez moins à une communauté qui n'est pas la leur. On se retrouve dans cette situation que je viens de dire tout à l'heure. Les riches disent aux pauvres, faites attention à votre biodiversité, mais s'intéressent finalement un peu au fond du problème qui est d'améliorer leurs conditions. Je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup de temps pour continuer ça, mais je vais aller très très vite, peu importe. Je voulais simplement dire que dans le cadre de ce que je vous ai exposé, ben, il faudrait éviter aussi d'avoir une vision jacobine de la gestion de la biodiversité. C'est ce que les discussions qu'on a pu aussi avoir avec Carole Zakin sur ces questions de droit, etc. Et je dis également que chaque région française ou chaque pays du monde a son empreinte écosystémique. Elle doit être étudiée ou gérée en tant que telle. On a nos propres relations société-nature et on ne peut pas appliquer une politique jacobine partout de la même façon. Il y a de la place, je pense, pour un regard plus équilibré et plus pragmatique, moins négatif surtout, concernant nos rapports à la biodiversité. Puis si nous voulons construire finalement un monde, un univers où nous avons un certain équilibre, enfin, des compromis acceptables, disons, entre une préservation de la nature, on ne peut pas tout conserver, et le bien-être finalement des sociétés humaines, c'est-à-dire pouvoir nourrir et pouvoir régler les problèmes sanitaires. Ça doit être une approche qui doit prendre en compte les réalités du vécu plutôt que de référer à un monde virtuel. C'est une approche qui doit valoriser, je l'ai déjà dit, les exemples considérés comme positifs de nos aménagements plutôt que de gênes, et en réduisant sans aucun doute, je l'impact, mais sans donner. Voilà. Si vous voulez d'autres informations, j'ai publié récemment avec un collègue géographe une réflexion d'écologue sur la gestion écologique des rivières françaises, qui elle aussi est l'objet de nombreux débats, de nombreuses controverses, avec cette question très discutée de la continuité.
Merci beaucoup, Christian. C'était passionnant. La preuve, c'est qu'il y a énormément de questions. Alors, je crains que nous n'ayons pas le temps de poser, mais je pense que je pourrais en choisir deux. Hein. C'est dommage parce qu'il y en a beaucoup d'intéressantes. Première question, en reprenant à la fois ce qu'a dit Alain Pavé et ce qu'a dit Gilles Cressman, ce sont des questions sur les ONG. Dans les débats actuels, les scientifiques qui cherchent à comprendre, à argumenter, ne sont-ils pas pris de vitesse par les déclarations péremptoires de certaines ONG et des médias? Au bout du compte, nous nous épuisons à démontrer, à prouver et nous perdons. Et Gilles Cressman ajoute, les biotechnologies ne sont-elles pas attaquées par les ONG parce qu'elles sont accusées de créer des organismes qui ne sont pas issus de la nature, mais de la main de l'homme, donc forcément nuisibles? Je pense que tous les deux ont raison. Je pense que pour les OGM, il est clair que derrière ça, il y a toujours cette idée que la nature est vierge et que tout ce qui est créé par l'homme n'est pas bien. C'est toujours cette persistance finalement de cette idée un peu créationniste. Hein. Mais on est toujours quand même dans cette mouvance-là de l'univers, mais ça on pourrait en discuter. Pour ce qui concerne les ONG, écoutez, le pouvoir médiatique des ONG est infiniment supérieur à celui des scientifiques. Les ONG sont régulièrement invitées par les médias, les scientifiques sont rarement. Et ce qui est quand même un peu plus gênant et plus grave, c'est que pour des raisons diverses, vous avez beaucoup de scientifiques maintenant qui se sont alignés sur les opinions des ONG parce que c'est l'opinion dominante et parce que c'est souvent le moyen d'obtenir des crédits dans l'état actuel de nos réflexions. Hein, il faut bien savoir quand même que les ONG sont omniprésentes dans les instances de décision, ou au ministère, et que ce sont elles que l'on suit le plus souvent. Les réflexions des scientifiques sont souvent marginalisées. Bon, voilà. Maintenant, on peut discuter. Je ne dis pas que toutes les ONG ont tort et que ils ont tort. Le problème n'est pas vraiment là. Le problème, c'est d'avoir des idées fixes. L'homme détruit la nature. Ben, écoutez, nous, je ne crois pas. Nous détruisons la nature, mais nous la construisons. C'est cette approche scientifique, je dirais, plus équilibrée, plus deux poids, deux mesures. Il y a toujours deux poids, deux mesures dans des décisions. On peut prendre des décisions sur la base d'une évaluation où l'on considère les deux ensemble, mais pas sur une vision idéologique d'un homme vers la nature. L'avenir n'est pas là-dedans. Voilà. Oui, nous avons des petits problèmes. Ta liaison téléphonique n'est pas bonne. Excellente. Oui. Bon. Donc, il y a des petits blancs régulièrement. C'est un peu dommage depuis un petit moment. Bon, je pense. Alors, Marc Dellos, justement, allait dans le même sens que Bernard Ambolet pour voir quelles étaient les interruptions les interventions de l'homme qui pouvaient être bouleverser un équilibre. Marc Dellos nous cite l'exemple de la lutte contre les moustiques tigres et pour cela, on a introduit dans le Midi des chauves-souris pour manger les moustiques. Alors, une question, j'en choisis une qui est celle de Frédéric Gosselin dans la notion de nature vécue. Ne faut-il pas sortir de l'opposition utile-nuisible pour aussi y inclure des valeurs relationnelles avec la nature? Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire que ce que je n'ai peut-être pas dit tout au début, c'est que dans les trois catégories que je présentais, nous nous présentons dans toutes les trois catégories. Dans notre esprit, les trois catégories se mêlent. Et il y a cette vision d'objet naturel, il y a cette vision de vécu, c'est quand même fort chez les gens, il y a cette vision de rêve, d'une certaine manière, d'échapper à la condition dans laquelle on vit de manière générale. Et donc, on mélange un peu toutes ces... Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, ça va. Parce que mon image a disparu, c'est pour ça que je posais la question. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on t'entend mieux. Ah bon, d'accord. Bon, alors... Oui, je me suis permis de désactiver la caméra. D'accord, mais c'est bien. Donc je crois que je ne suis pas en train de
de marginaliser. J'ai dit, je crois tout à l'heure, clairement il fallait tenir très compte et bien tenir compte de cet aspect onirique finalement de la nature. Hein. Et donc, si on comprend bien la question, je pense que nuisible et utile, je veux dire, peu importe les termes, mais on voit bien que quelque part, il y a une nature qui nous plaît, une nature qui nous déplaît. On peut utiliser d'autres termes, on peut tout ce qu'on fait, mais quand on est dévoré par les moustiques tigres, on trouve ça déplaisant quand même, quoi qu'on en dise. Hein. J'ai vécu dans des pays où la nuit, autour de la moustiquaire, quand on dormait à la belle étoile, ça bourdonnait comme un réacteur de Boeing. Je veux dire, les moustiques, bon, Oui, de c'est encore moustiques. pire après, oui. Hein. Bon, voilà, et toutes les zones humides qui étaient des réacteurs de maladies parasitaires entre l'onchocercose, la bilharziose, le ver de Guinée, etc. Je veux dire, c'est quand même la nature paradisiaque. Donc, on appelle ça comme on veut. Je veux dire que quelque part, si on veut que la santé des hommes soit la meilleure, il faut quand même bien lutter quelque part contre ces vecteurs de maladies. Je ne vois pas d'autre solution, hein, à moins de déserter. Ce qui se passe dans certains pays. D'ailleurs, les gens avaient déserté les vallées dans certaines régions africaines à cause des nuisances liées à la biodiversité. Les mouches, les tsetse, les simulis, les thans. Il faut voir quand même. Hein. Donc, alors, il y a toujours cette ambiguïté d'une je t'aime moi non plus, c'est clair. On est dans un système où il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et ça, c'est la réalité. Ce n'est pas simplement la vision idyllique de la nature. Et on a des rapports affectifs, bien sûr. Bien, nous pouvons peut-être terminer par une dernière question brève sur la crise Covid-19. La thèse la plus médiatisée, dit Claude Allo, est celle de la crise écologique. Comment rétablir un peu d'objectivité? La crise écologique, c'est une affirmation. On affirme que c'est à cause de la crise écologique que l'on a, je dirais, des problèmes à l'heure actuelle de maladies. Moi, je dis que c'est peut-être une partie de la vérité, mais quand on regarde un peu les choses de près, ce qui est à l'origine finalement de la multiplication des endémies et des pandémies, même les échanges internationaux. Il y a deux choses importantes. D'une part, l'accroissement de la population devient inquiétante même dans certains pays comme l'Inde ou la Chine. Puis la multiplication des échanges internationaux. Autrefois, quand une maladie se développait et qu'il n'y avait pas d'échange, elle restait finalement cantonnée ou souvent cantonnée dans un endroit donné. Il y en a eu certainement des tas d'exemples autrefois. Parce que les rapports de l'homme avec la faune sauvage, ça date d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, ça fait toujours, ils ont eu des rapports avec nous, y compris en Europe. Je veux dire, on a aussi utilisé la faune sauvage. Donc, la grande différence à l'heure actuelle, ce sont tous ces échanges internationaux qui permettent d'aller en quelques heures, quelques jours, d'un endroit à un autre de la planète et de transporter des maladies sans difficulté. Et une grande promiscuité finalement que l'on a de plus en plus, notamment dans les pays asiatiques, entre l'élevage au sens large et les populations. Il y a de plus en plus de populations, il y a de plus en plus d'animaux d'élevage, ce qui crée des conditions aussi de transmission de maladies de plus en plus fréquentes. Mais si on revient à cette crise écologique, c'est un des ONG. Maintenant, il faudrait prouver. Et pour l'instant, je trouve que les arguments qui sont présentés ne sont pas tout à fait corrects. Je dirais qu'il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup d'interprétations un peu rapides et abusives peut-être de certains résultats. On cherche à prouver que l'homme est responsable. Ça, il faudrait prouver. Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas à l'heure actuelle. Mon opinion, voilà. Merci beaucoup, Christian. Il reste encore des questions, plusieurs questions. Je prie les questionneurs de me pardonner, mais je crois que nous sommes obligés de rendre et d'arrêter. Mais Christian répondra à ces questions par écrit.
Elle Et portait... vous pourrez revoir la vidéo et obtenir le PowerPoint sur le site de l'Académie. Donc voilà. Bien. Et merci beaucoup parce que je crois que la conjonction des deux conférences aujourd'hui nous a permis de bien relativiser, et merci particulièrement à Christian cette fois-ci pour avoir fait cet exposé très, j'allais dire modéré, qui montre bien, comme l'a fait Philippe Stoup aussi, tous les aspects, les bémols qu'il faut montrer et les biais statistiques de tout cela. Donc un grand merci pour cette leçon de science en évolution.